La volonté y est, mais il faut qu'on restructure tout ça. Jimpay dit il faut intégrer l'entièreté de l'acteur. Parce que je prends le mobile money, vous avez Orange Money, je peux citer une marque, Orange Money, vous voulez avoir accès au paiement des factures d'Orange Money, vous ne pouvez pas. Si vous avez Wave, vous ne pouvez pas. Bien sûr. Si vous avez Orange Money Sénégal, vous ne pouvez pas accéder aux services fournis par Orange Money Côte d'Ivoire. Je vis au Sénégal, je suis ivoirien. Idem pour Wave. Voilà, j'ai ma mère qui vit à 500 km d'Abidjan, je dois payer sa facture, on me l'envoie. Mais pour payer, je suis obligé d'envoyer l'argent. Alors que j'aurais pu payer directement via le service de paiement de factures d'Orange Money ou de MTN ou de Move Côte d'Ivoire. Mais parce que j'ai un instrument de paiement émis par Orange Money Sénégal, je n'ai pas accès à ces services. Donc il n'y a pas d'interopérabilité au niveau des services. Et pourtant, c'est la même compagnie. Bonjour. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui M. Mindegnan Coulibaly, qui est le directeur général de Jim IMOA, le groupement interbancaire et monétique de la région ouest africaine, que nous recevons aujourd'hui pour évoquer ensemble la stratégie monétique de la sous-région et les questions liées à la stratégie de bancarisation et de la monétique au niveau de la sous-région. Monsieur Coulibaly, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Ravi de vous recevoir aujourd'hui ici à Paris, dans le cadre donc, de votre déplacement pour promouvoir les moyens de paiement, notamment mobiles en Afrique de l'Ouest. Et CIOMAG, ça fait un plaisir de vous recevoir pour discuter avec vous sur les enjeux liés à la bancarisation et au mobile money, notamment en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être pour commencer, quel est le rôle de Jim IMOA dans la structuration de la monétique en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, M. Diallo, et merci pour l'opportunité que vous donnez au GIM de présenter ses missions et son activité. Le GIM UEMOA est le groupement interbancaire monétique de l'espace UEMOA, et sa mission première est de promouvoir les moyens de paiement électroniques au sein des populations, au sein de l'administration et au sein du secteur bancaire et financier. L'ultime objectif est de faire reculer l'usage du cash. Pour une raison toute simple, parce que lorsqu'on fait une transaction électronique, on laisse des données. Et ces données permettent à ceux qui définissent les politiques, permettent de mieux piloter le cycle de circulation de la valeur dans l'économie. Donc ça permet aux économistes, à tout le monde, aux États, au gouvernement, à la Banque centrale, de mieux mesurer l'activité économique pour mieux comprendre les dynamiques et mieux piloter tout ce qui est création de revenus, la consommation, l'épargne et l'investissement. Tout à fait. Justement, on voit dans cette zone, le mobile money domine largement les moyens de paiement dans la région. Comment analysez-vous cette situation et ses implications pour les banques? Je trouve que c'est une bonne chose que le mobile money domine, parce que le mobile money est une création de la zone. Le mobile money, surtout quand on prend le chiffre du GSMA World, qui est l'association des opérateurs mobile money dans le monde, les rapports montrent clairement que le mobile money, c'est essentiellement en Afrique. C'est important qu'on ait un moyen de paiement à nous, parce qu'on ne peut pas éternellement se mettre sur les rails qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, la carte bancaire, c'est d'abord devenu une affaire de Visa, Mastercard. C'est vrai, la première carte bancaire a été fabriquée, mise en place par la France, mais son utilisation en tant que moyen de paiement a été surtout l'œuvre de Visa et Mastercard. Et nous ne pouvons jamais faire mieux qu'eux. Il faut savoir que le cœur de l'activité, c'est la transaction. Bien sûr. C'est les données. Et donc, si vous prenez certains de ces deux géants que j'ai cités, ils ont tous quasiment 40% de leurs revenus qui proviennent des données, de l'analytique et des services à valeur ajoutée autour de la transaction. Le transport de la transaction en lui-même c'est pas le cœur du revenu. Le cœur du revenu, c'est la donnée et c'est les services autour. Si nous mettons disons, utiliser la carte de manière intensive, que nous devenons un marché carte-centrique, on aura du mal à obtenir de nous laisser contrôler les données.
Déjà aujourd'hui, les difficultés que nous avons à faire appliquer la décision 31, qui nous donne la possibilité de gérer nous-mêmes les transactions, de les traiter en termes de compensation et de règlement dans notre monnaie locale, met du temps à être appliqué à tous les niveaux. C'est la meilleure illustration que le développement fulgurant du mobile money est une bonne chose. Mais malgré cela, on voit il y a des réticences. Le cash continue toujours à exister, hein, malgré tout cela, avec tous les efforts qu'ont fait les banques et le taux de bancarisation qui est faible, justement, et l'arrivée des mobiles qui dépassent les 80% de taux de couverture. On voit encore qu'il y a beaucoup de cash qui circule. Quelle est aujourd'hui la stratégie que vous avez mis en place pour que justement réduire cette dépendance vis-à-vis du cash? Disons que la banque est venue, a été importée. La banque n'est pas née chez nous. Et la manière qu'elle a été introduite, les règles qui l'entourent, éliminent une bonne partie des agents économiques, une bonne partie de la population. Le taux de bancarisation strict est de 20%. Grâce au mobile money, on a atteint un taux d'inclusion financière qui dépasse les 80%. Donc c'est la preuve que oui, le mobile money est ce qui est notre solution et c'est un instrument de paiement de proximité qui permet à tout un chacun aujourd'hui de disposer d'un moyen de paiement électronique, de transfert d'argent. C'est vrai, les usages aujourd'hui, c'est essentiellement recharger son wallet, transférer et retirer. La carte n'est pas différente, hein. Les usages dans la carte aujourd'hui, c'est essentiellement du retrait. Bien sûr. Et à cet effet, il y a des chiffres qui existent. Il y a 213 millions de transactions par carte dans l'UEMOA, les 8 pays, pour fin 2024. Et sur ces 213 millions de transactions, 58% sont des transactions de retrait au GAB. Et ensuite, c'est le cash qui continue. Et ces 213 millions de transactions représentent une valeur de 15 700 milliards de francs CFA. 85% de ces 15 700 milliards sont des retraits d'argent. Ah oui, c'est énorme. Au niveau du mobile money, on est à 12 milliards de transactions. Mobile money sur la même période. Donc, vous voyez le ratio. 200 millions et 12 milliards. Donc, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est la même dynamique que la carte parce que l'essentiel des cas d'usage, c'est rechargement, transfert, retrait. Et ces cas d'usage représentent 50% des 12 milliards de transactions et 84% de la valeur qui est de 158 000 milliards. Donc c'est un ratio de 1 à 10. Énorme. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est essentiellement orienté vers la logistique du cash. Donc l'enjeu aujourd'hui, la problématique centrale aujourd'hui, c'est comment on passe de cette tendance de transaction de retrait cash vers une tendance de paiement continue, que les transactions de paiement l'argent reste dans la boucle électronique le si longtemps possible. C'est ça le cœur du problème à résoudre dans l'espace. Donc je dirais qu'on a fait une avancée parce qu'il y a une large adoption. Maintenant, il faut enrichir le cas d'usage. Il faut traiter les difficultés qui font que les consommateurs préfèrent retirer à un moment donné l'argent pour continuer en cash. C'est là qu'il faut traiter le problème. C'est le cœur du problème. Il y a une éducation financière qui est autour de ça. Donc, ce que vous faites à travers des initiatives comme Trilogy, comme Jim Innove, où vous faites, j'ai vu des tournées que vous faites dans les lycées, dans les marchés, pour éduquer le marché, qui est composé justement d'analphabètes, d'une part, et donc des gens qui ne savent ni lire et écrire, et d'autre part, le secteur informel, qui est pratiquement 90% de l'économie ouest-africaine. Et comment ces initiatives que vous avez mises en place, Jim Trilogy et Jim Innove, participent justement à accélérer cette éducation financière auprès des populations? Je dirais que le Jim Trilogy, Jim Nexus, je dirais, parce que Jim Innove est un volet de Jim Trilogy. Et donc, Jim Trilogy, Jim Nexus, Jim Technopole et Jim Pay constituent les 4 initiatives intégrées qui constituent en fait notre stratégie d'innovation. Pourquoi une stratégie d'innovation en écosystème? Parce qu'il faut développer et il faut définir des cas d'usage liés aux pratiques locales. C'est une sorte de local content en termes d'innovation. Aujourd'hui, la bonne dame qui vend au marché, elle n'a aucun moyen digital d'encaisser ses ventes et de ne pas aller faire le rang à la microfinance la plus proche. Et si elle doit abandonner son étal, aller faire le rang pendant 1 heure, 2 heures, elle ne peut pas.
Donc, il faut lui donner les moyens, à partir du mobile money auquel elle a accès, d'encaisser digitalement et de mettre cet argent sur son compte d'épargne ou sur d'autres choses, d'autres comptes courants. Et c'est ce gap qui n'existe pas encore qu'il faut construire. Et Jim Nexus, qui est la suite logique des Jim Trilogy, travaille justement à orienter nos jeunes vers une innovation qui résout nos problèmes. Local, et non consommer les solutions qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est du local content, et c'est ce qu'on fait dans Jim Nexus, qui est notre approche d'innovation. Donc pour la première solution, c'est ça d'abord. Faire en sorte que nos jeunes soient plus intéressés d'avoir des projets d'entrepreneuriat qui permettront de résoudre les problèmes locaux. Le marché, il est immense et il faut l'adresser. Donc on a fait le premier hackathon la semaine dernière, où on a eu 200 candidatures. Et on a retenu 30 qui ont concouru, 3 ont eu les premiers prix, et ces 3, on les accompagne dans des incubateurs qui sont nos partenaires pour que le projet qu'ils ont trouvé puisse devenir une réalité. Mais avant cela, on a fait une étude des filières agricoles du Sénégal pour comprendre qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont parmi ceux qui sont exclus financièrement. Et donc, c'est le résultat de cette étude qui a servi de base à l'hackathon. La même étude a été faite en Côte d'Ivoire, mais sur les filières commerciales, sur le commerce de proximité, pour comprendre quelles sont les frictions. Et ces frictions vont devenir des thèmes d'un deuxième hackathon qui aura lieu à Abidjan. Voilà comment nous comptons petit à petit construire, je dirais, une offre de services à destination des agents économiques qui sont dans l'informel, qui sont dits dans l'informel, et qu'on veut ramener dans le système formel. Mais ça ne suffira pas. Il faudra aller encore plus loin, et pour ça, nous avons entamé une transformation structurelle du GIM pour que le GIM soit focus sur la transaction électronique et non sur les instruments de paiement. Le GIM est un schéma de paiement, ça veut dire que c'est une entité qui définit les règles. Comment émettre les instruments de paiement, comment accepter les paiements électroniques, comment les acteurs doivent être organisés techniquement parlant, comment ils doivent traiter le côté opérationnel des transactions. Quand un client a un problème avec un instrument, comment il doit être géré. C'est tout ceci qui constitue l'activité de schéma de paiement. Et ce schéma de paiement était basé jusque-là sur la carte bancaire. Or, il n'y a que 8 millions de cartes bancaires dans l'UEMOA. Qui circulent. Et le mobile money n'a jamais été pris en compte dans le schéma de paiement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de prendre en compte le mobile money dans le schéma de paiement, de le spécifier en tant qu'instrument de paiement, instrument d'acceptation, et de définir aussi les règles opérationnelles, parce que le plus important dans ce domaine, c'est la confiance et c'est la sécurité. Donc le fait de spécifier, de définir des règles, induira plus de confiance, parce que le consommateur sait qu'il a un problème, il sait comment procéder. Justement, quel est le rôle de la Banque centrale dans tout cela? Parce que quand même, c'est l'institution financière de base qui réunit 16 pays africains, donc en Afrique de l'Ouest. Quel est son rôle dans cette démarche? Disons, la Banque centrale, pour lui, moi, c'est les 8 pays, et son rôle est très important. Déjà, c'est notre actionnaire principal, première chose. Et donc, un soutien institutionnel fort à notre fonctionnement, c'est notre actionnaire. Et deuxièmement, le schéma de paiement dont je viens de parler, les règles, les conditions d'émission, les conditions de jeu des acteurs qui est défini par le GIM, elle est légitimée par la Banque centrale. Parce que quand on finit de définir une règle avec l'ensemble des parties prenantes, cette règle passe par une autre institution qui s'appelle le CONOBAFI. Et quand le CONOBAFI finit, ça passe chez le gouverneur prend une instruction pour que cette règle devienne force de loi pour l'ensemble des acteurs. Donc, tout ceci, c'est la mission de la Banque centrale. Donc, la Banque nous appuie dans ce sens. Elle nous légitime vis-à-vis des acteurs pour que quand c'est décidé, elles disent c'est ça qu'il faut faire. Et quand elle a dit cela, ça nous donne le pouvoir d'aller contrôler la légitimité et de nous assurer que chaque acteur suit la règle. Parce que ça veut dire que tout le monde suit les mêmes règles. Bien sûr. Et si tout le monde suit les mêmes règles, ça induit l'interopérabilité. Bien sûr. Justement, c'est la question sur laquelle j'allais revenir. Aujourd'hui, il y a un pléthore de fournisseurs, des startups, des fintech, des innovations énormes qui arrivent aujourd'hui. Donc, vous voyez ce marché-là émerger. Et il y a une question également qui freine, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, comment GIM fait pour que cette interopérabilité soit une réalité aujourd'hui dans ce marché? Déjà, le GIM a construit l'interopérabilité autour de la carte bancaire. Aujourd'hui, tout émetteur de carte bancaire
indépendamment du schéma de paiement. Bien sûr. Ça peut être le schéma de paiement Visa, ça peut être Mastercard, ça peut être le schéma de paiement du GIM. Cette carte est interopérable dans tout l'écosystème de l'UEMOA. Donc, on a construit et on a légitimé cette interopérabilité autour de la carte. Il faut étendre cette interopérabilité et c'est les mêmes règles. Elle est non seulement technique, mais elle est aussi sémantique et elle est commerciale. Sémantique en ce sens que tout ce qui concerne l'identité à utiliser un instrument de paiement est normé. C'est la même chose pour tout le monde. Quand vous avez une carte bancaire, le numéro de la carte bancaire est unique. Bien sûr. Ce qu'on appelle le PAN, c'est unique. Vous ne retrouverez pas une deuxième carte bancaire qui est le même Identique. numéro. Si vous en trouvez une autre qui a le même numéro, alors c'est une fausse carte et c'est de la fraude. C'est ça l'interopérabilité sémantique. C'est les mêmes conditions tarifaires aujourd'hui. Si vous achetez une carte, c'est plus ou moins le même prix. C'est harmonisé. C'est harmonisé et les frais d'interchange sont harmonisés dans la région. C'est ça l'interopérabilité commerciale. Bien sûr. Donc l'interopérabilité se conçoit sur les 3 volets. Technique, ça veut dire pour émettre la carte, c'est les mêmes règles, les mêmes spécifications techniques que chacun emploie. Ce qui fait que la carte émise par une banque A marchera sur le GAB et le TPE d'une banque B, sans problème. C'est les mêmes conditions d'identification du porteur, c'est les mêmes conditions tarifaires. Cette interopérabilité qui fonctionne bien, qui est standardisée, il faut l'étendre au mobile money, qui est l'outil, le moyen de paiement le plus étendu. La Banque centrale a construit puis SPI qui permet de faire cette extension et qui inclut même les comptes bancaires. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de continuer d'amplifier cette interopérabilité pour avoir l'adhésion de tous les acteurs, et parce que ce n'est pas encore le cas, que tous les acteurs adhèrent et que tout ceci, à terme, les 2 interopérabilités soient fusionnées en une seule interopérabilité. Parce qu'au fond, le schéma de paiement du GIM est en train d'évoluer pour passer d'un schéma de paiement basé sur la carte bancaire pour être un schéma de paiement basé sur la transaction. Donc, de carte-based à transaction-based. Et si tel est le cas, il devient agnostique de tous les instruments de paiement. Et donc, l'interopérabilité doit être globale. Très bien. Pour tous les instruments de paiement. Que vous ayez une carte, que vous ayez du mobile money, du QR code, ça doit marcher partout. D'accord. Donc, notre philosophie ou notre doctrine en termes d'interopérabilité, c'est que, elle doit être universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle doit être disponible en tout lieu et en tout temps. Elle doit être accessible à tous. La meilleure manière qu'elle soit accessible à tous, c'est que ce soit gratuit. Donc, la gratuité décrétée par la Banque centrale est tout à fait légitime. Ça dérange certains acteurs parce qu'ils ne s'y sont pas préparés, mais qu'ils s'y préparent. Et il faut que c'est le chemin, on ne peut pas faire autrement. Elle doit être gratuite pour que les consommateurs l'utilisent. Bien sûr. Et il y a d'autres moyens de gagner de l'argent qui ne doit pas être l'interopérabilité. Et il faut donc que nous construisons cette interopérabilité globale de telle sorte, il faut trouver le bon modèle économique de la structure qui va piloter cette interopérabilité pour qu'on puisse la rendre universelle, gratuite. Bien sûr. Dans une démarche toujours d'interopérabilité et d'efficacité, vous avez lancé il y a 2 ans GIMPay, qui est aujourd'hui une solution mise en place et qui essaie de s'étendre dans la région. Où en êtes-vous aujourd'hui depuis le lancement de GIMPay? Et qu'est-ce que c'est déjà exactement? Disons, GIMPay, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat de la transformation du GIM. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, passer d'un schéma de paiement carte-based à un schéma de paiement transaction-based se réalise à travers GIMPay. Donc, GIMPay, il faut voir ces 3 dimensions. Première dimension, c'est un schéma de paiement, comme je viens de le dire. C'est le nouveau schéma de paiement qui est basé sur la transaction au lieu d'être basé sur la carte. Et en ce sens, il unifie tous les autres rails. On parle de rail, la carte est un rail de paiement, le mobile money est un autre, le QR code est un autre. Donc, dans GIMPay, tous ces rails se retrouvent. Et c'est véritablement des transactions compte à compte, peu importe le type de compte. Que ce soit un compte carte, que ce soit un compte mobile, c'est indépendant. Bien sûr. Parce que c'est basé sur la transaction. Deuxième dimension de GIMPay, c'est une marketplace transactionnelle. En ce sens qu'elle réalise une forme d'interopérabilité entre les acteurs, pas entre des instruments de paiement. La première interopérabilité que le GIM a construite, elle était basée sur la carte. C'était une interopérabilité autour de la carte bancaire. Bien sûr. Celle que la BCA a réalisée, elle est basée sur le compte mobile et le compte bancaire. GIMPay dit, il faut qu'on aille plus loin. Vu que l'enjeu, c'est d'être transaction-based, évitons les interopérabilités par instrument de paiement.
il faut faire une interopérabilité des acteurs. Bien sûr. Et si on fait l'interopérabilité des acteurs, ça veut dire qu'on fait l'interopérabilité non seulement des instruments qu'ils émettent, des services qu'ils fournissent, mais aussi de tout le volet commercial et le volet identité. Parce que aujourd'hui, quand vous avez un compte bancaire que vous voulez virer de l'argent sur un wallet, bon, vous le faites et vous envoyez, c'est gratuit certes, mais il faut que l'acteur le délivre. S'il ne délivre pas, il y a un problème. S'il y a un souci technique, le client s'adresse à qui? À la banque ou au destinataire qui est le mobile money ou à la banque centrale. La banque centrale ne peut pas recevoir des appels clients, ce n'est pas son rôle. Donc il y a un certain nombre, la volonté y est, mais il faut qu'on restructure tout ça. JimPay dit il faut intégrer l'entièreté de l'acteur. Parce que je prends le mobile money, vous avez Orange Money, je peux citer une marque, Orange Money, vous voulez avoir accès au paiement des factures d'Orange Money. Vous ne pouvez pas. Si vous avez Wave, vous ne pouvez pas. Bien sûr. Si vous avez Orange Money Sénégal, vous ne pouvez pas accéder aux services fournis par Orange Money Côte d'Ivoire. Je vis au Sénégal, je suis ivoirien. Idem pour Wave. Voilà. J'ai ma mère qui vit à 500 km d'Abidjan, je dois payer sa facture, on me l'envoie. Mais pour payer, je suis obligé d'envoyer l'argent. Alors que j'aurais pu payer directement via le service de paiement de factures d'Orange Money ou de MTN ou de Move Côte d'Ivoire. Mais parce que j'ai un instrument de paiement émis par Orange Money Sénégal, je n'ai pas accès à ces services. Donc, il n'y a pas d'interopérabilité au niveau des services. Et pourtant, c'est la même compagnie. C'est la même compagnie, mais l'interopérabilité au niveau des services doit aller même au-delà des compagnies. Il y a des services de paiement de facture, ça doit être accessible de n'importe quel instrument de paiement. Bien sûr. C'est cette autre forme d'interopérabilité. Donc, on passe d'une interopérabilité par instrument de paiement à une interopérabilité basée sur la transaction, donc indépendante de tout, du service, indépendante de la transparence. Et ils ne vous voient pas comme concurrents, Wave, Orange et les autres Move? Non, on ne se substitue pas à eux. C'est le principe de subsidiarité. Bien sûr. Nous organisons l'écosystème et nous leur disons, voici les règles, jouez. C'est tout. Ils peuvent se plugger dessus. Ils peuvent se plugger. Le GIM n'ira jamais fournir des services à un client final. Le GIM orchestre l'écosystème. Nous passons d'un schéma de paiement basé sur un instrument à un schéma de paiement transactionnel qui orchestre les transactions. Donc, pour nous, la véritable interopérabilité, elle doit non seulement technique, sémantique, commerciale, mais elle doit inclure les instruments de paiement et les services. Et justement, en termes de plugin, 2 ans après ou 1 an et demi après le lancement de JimPay, où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons intégré tous les émetteurs de cartes prépayées, indépendamment de leur processus. Okay. Parce que dans la région, il y a à peu près 2 millions de cartes prépayées. Mais sur ces 2 millions, vous avez ceux qui utilisent la plateforme de processing Baraka et ceux qui utilisent la plateforme de Onafrique. Mais il n'y a aucun lien entre ces deux. Parce qu'une carte prépayée, c'est un porte-monnaie électronique. C'est comme un wallet sur carte. Bien sûr. Vous ne pouvez pas transférer de l'argent entre 2 cartes Onafrique, processées par Onafrique, émises par 2 banques différentes. Vous ne pouvez pas transférer de l'argent. Donc, il y avait un manque total d'interopérabilité à ce niveau et c'est ce que nous avons comblé. Nous l'avons fait de telle sorte que, indépendamment des services, parce qu'il y a des services liés à la carte, cette interopérabilité que nous mettons en place, elle inclut les services également. Le transfert d'argent peut se faire d'une carte Onafrique vers une carte JIM, d'une carte Visa à une carte Mastercard ou à une carte JIM. Peu importe l'émetteur, peu importe les services disponibles, le transfert se fait. Donc, on a commencé d'abord par ça. Et on peut recharger la carte prépayée de n'importe quel compte dont on dispose. Bien sûr. Donc, ça fait une forme d'interopérabilité qui est déjà plus en avance et qui annonce les prémices de ce que doit être la future interopérabilité. Très bien. Voilà. Très bien. Dernière question, on est en France, donc on est en Europe, donc il y a beaucoup de ressortissants de la zone que vous couvrez donc au niveau de l'IOMOA qui sont ici en Europe. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces populations qui sont ici aujourd'hui? Nous, on crée les conditions. Ceux qui fournissent les services, ce sont les institutions financières, ce sont les banques, ce sont les microfinances, ce sont les opérateurs mobile money. Donc, nous, en tant que GIM, on fait en sorte, il faut qu'on crée les conditions pour que la diaspora puisse transacter plus aisément. C'est la diaspora qui est dans une autre zone, il y a la famille,
qui est au pays, ou alors c'est la famille au pays qui a des enfants qui sont scolarisés ici, il faut leur envoyer l'argent. Donc, on est dans le cross-border, ce qu'on appelle les transferts transfrontaliers. Nous devons spécifier les transferts transfrontaliers et faire en sorte aussi que là-bas, les tarifs soient à la portée de tous, parce qu'aujourd'hui, c'est trop coûteux. Ça reste encore très coûteux. Et donc, dans les transactions sur lesquelles on va se focaliser, ben, il y a les transactions transfrontaliers, les transferts transfrontaliers. Nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs pour faire, on a défini un cadre de référence pour l'acceptation réciproque. Donc, dans ce cadre-là, nous allons établir des corridors pour que les populations, les consommateurs de l'UEMOA puissent transférer de l'argent plus aisément, sans être obligés de passer par des rails qui ne sont pas les rails de la région. Beaucoup plus onéreuses. Notamment la carte, qui est plus onéreuse, Visa Direct ou d'autres que je ne vais pas nommer. Et nous prévoyons d'intégrer des rails alternatifs innovants comme le stablecoin, comme d'autres, la blockchain qui peut permettre de résoudre la problématique du transfert transfrontalier à moindre coût. Je pense que la diaspora est beaucoup plus intéressée par ce type de service parce qu'ils font des transactions de transfert entre les deux mondes ou vers d'autres. Il est crucial vraiment d'arriver très rapidement à boucler cette spécification et la mettre à la disposition des acteurs pour que ceux-là puissent faire des transactions à moindre coût. Et sécurisé. Une question d'actualité, c'est toujours dans cette dynamique. On parle de plus en plus de la banque de la diaspora. Donc les diasporas n'ont pas de banque. Et mis à part les pays du Maghreb qui sont très implantés, notamment en Europe, aux États-Unis, etc., et au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on n'en voit pas. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la banque de la diaspora. Comment voyez-vous l'implantation d'une banque de la diaspora qui permet donc justement de faciliter les moyens de paiement de ces ressortissants qui sont ici en Europe et d'autre part de capter l'épargne qui est très importante? C'est un sujet essentiel. Vous l'avez dit, dans la manière de faire circuler efficacement la valeur dans une économie, il y a orienté vers des investissements positifs l'épargne. On considère que la diaspora épargne beaucoup et cette épargne de la diaspora, nous avons à cœur de la rediriger vers des secteurs productifs chez nous. Et donc, ce que j'ai dit tantôt concernant les transferts transfrontaliers, cela contribue à faire émerger cette banque ou ces institutions bancaires de la diaspora parce que si ces services se développent, alors il y aura un terrain de jeu pour les banques existants dans notre région pour demander des agréments et s'installer. Aujourd'hui, les conditions bancaires pour s'installer sont très draconiennes, très exigeantes. Si une banque doit ouvrir ici ou dans d'autres pays européens, elle doit les respecter. Et il faut que l'investissement requis pour faire cette implantation puisse trouver un écho dans la rentabilité. Donc, voyez-vous que c'est une problématique de rentabilité. C'est des hommes d'affaires, ils cherchent l'argent. La rentabilité. Voilà. Et donc, ce travail que nous devons faire, nous, au niveau des transferts transfrontaliers, est crucial et elle est importante. Il y a d'autres initiatives. La facilitation du commerce. Parce qu'il y a aussi du commerce. Les gens ne se connaissent pas d'envoyer de l'argent. Bien sûr. Les gens font du commerce entre les deux zones. Si vous êtes sur les compagnies aériennes, vous voyez des bonnes dames ou des hommes qui viennent. Ils viennent à Paris lundi, mercredi, ils retournent. C'est pour faire du commerce. Bien sûr. Mais il faut que nous trouvions le moyen de leur permettre de ne pas s'épuiser. Vous voyez, dans la même semaine, la personne peut venir 2 fois. À 6 heures de vol, c'est épuisant. Et puis, c'est un peu archaïque comme moyen de faire du commerce entre 2 zones. Mais si nous permettons que les gens puissent payer en toute confiance leur commande et que la commande puisse être livrée par les mêmes vols, parce que les bagages vont dans le même avion, ça facilitera le développement du commerce et les banques trouveront un intérêt à s'installer pour capter ces flux et faire face aux exigences des autorités bancaires. Mais on ne peut pas s'installer et perdre l'argent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, cette banque sera forcément digitale. Donc, oui, aujourd'hui, mieux vaut que ce soit digital parce que tout ce que nous faisons en termes de services de transfert, ce sera du digital. Donc, et les cas d'usage qu'on est en train de développer, ce sera du digital. À 100%. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu Merci. à nos questions. Ouais. Et ravi de vous avoir reçu dans le cadre de CIO Mag, dans le cadre du développement donc, des activités de Jim Iomwa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous donner cette opportunité. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos auditeurs, merci à nos suiveurs donc sur les réseaux sociaux. Nous avons été ravis de recevoir M. Koulibaly, directeur général de Jim Iomwa, qui est le groupement interbancaire et monétique de l'Iomwa. Merci à vous. À bientôt.